Bienvenue à toi sur le Flow de l'Histoire. Si tu ne connais pas le podcast, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société et environnement. Et aujourd'hui, je t'invite à écouter ce 7e épisode qui va parler de stratégie. Mais avant ça, si tu veux naviguer avec ce podcast chaque semaine, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques sur www.romainrivière.net/infolettre. www.romainrivière.net/infolettre. Donc aujourd'hui, dans ce 7e épisode, on va parler de stratégie. Et pour parler de stratégie, je vais t'emmener cette fois-ci en Asie, au milieu et à la fin du 15e siècle. Nous allons naviguer direction la Corée. Et je vais te présenter le personnage de l'amiral Yi Sun-shin. Yi Sun-shin, il est né le 28 avril 1545 et il est mort le 16 décembre 1598 lors de la bataille de Noryang. Et pourquoi je te présente l'amiral Yi Sun-shin ? Parce que l'amiral Yi Sun-shin est considéré en Corée comme une divinité de la stratégie. C'est vraiment considéré comme le meilleur stratège parce qu'il a sauvé à plusieurs fois la Corée de l'envahisseur japonais. Il était tout le temps dans sa vie en conflit avec sa patrie, avec la Corée, avec les dirigeants coréens. Il lui est arrivé plusieurs mésaventures que je vais te conter, mais il est toujours resté loyal et fidèle à son pays malgré les contraintes qui sont vraiment très dures. Il a eu beaucoup de récompenses à titre posthume et d'ailleurs il est d'ailleurs nommé Chongmu à titre posthume. Mais d'abord ça, il présente 3 qualités. Le courage, tout d'abord, la compétence et un patriotisme sans faille. D'abord le courage. Pourquoi le courage ? Parce que le courage c'était le premier au combat et d'ailleurs mort au combat lors de la bataille de Noryang. Et pourquoi il est mort au combat ? Et derrière dans cette bataille, il est mort d'une balle perdue. Et pour ne pas que ses troupes soient intimidées ou aient peur par la mort de leur amiral, il a caché sa blessure jusqu'à la fin de la bataille. Du coup, ils ont continué à se battre avec une grande ardeur pour vaincre et défaire l'ennemi japonais. Donc vraiment, c'est ça qui caractérise vraiment Yi Sun-shin. Son grand courage. Il a d'ailleurs réussi quelques batailles en étant tout le temps en infériorité numérique. Il a tout le temps, à chacune de ses batailles, été en infériorité numérique par rapport à l'envahisseur japonais. Mais pourtant, il n'a jamais failli. Il a toujours répondu présent, même quand on a mis des bâtons dans les roues, même quand sa propre direction l'a mis des bâtons dans les roues. Sa deuxième compétence, son deuxième qualité, c'est sa compétence. C'est ça qui est assez incroyable. Avant de mener ses batailles sur mer, il n'avait jamais fait d'études navales. Il n'y connaissait rien. Et pourtant, il a su s'habituer très rapidement au terrain. Ce qui lui vaut quand même une grande connaissance, une grande attention du terrain, comme pouvait avoir Napoléon, de connaître en fait le terrain sur lequel il allait affronter pour choisir en fait sur quel terrain il allait affronter son ennemi. Il connaissait aussi bien les marées que les courants, tout en étant un grand stratège. C'était un supérieur qui était loyal, sans faille. Il a refusé, par exemple, de mettre en place ce qui se faisait à l'époque, de promouvoir les amis ou la famille de ses officiers supérieurs, ce qui lui a valu à plusieurs reprises des remarques et même une dégradation de son statut d'amiral, pour retourner vraiment au bas de l'échelle à cause de ce comportement où il ne voulait pas promouvoir tout le monde. Il était nommé d'ailleurs à titre posthume seigneur de la loyauté et aussi chevalier. Il a également fait part d'un grand leadership, il a su mener ses hommes au combat, qui est une qualité assez rare et phénoménale, quand on se dit qu'on est en infériorité numérique et qu'on arrive à convaincre ses hommes que non, on peut quand même gagner, et du coup on y va tous ensemble, et on va gagner, et il a gagné. Donc c'est deux qualités qui sont très importantes. Et la dernière, bien sûr, qui est assez incroyable quand on sait tout ce qui lui est arrivé, c'est son patriotisme sans faille. Il commence d'abord par passer 2 fois l'examen militaire, en 1572 qu'il rate à cause d'une chute de cheval, et la deuxième fois en 1576, où là il devient le plus ancien officier à 32 ans. Il a même reçu un titre, une qualité qu'on le décerne, c'est un défenseur patriotique. Il a tout mis en œuvre pour défendre la Corée, contre vents et marées, même s'il n'avait pas d'hommes, il n'avait pas de matériel, il a réussi à préparer le terrain, à fortifier le terrain, à construire de nouveaux bateaux, à construire de nouvelles flottes, à faire en sorte que ses soldats soient les mieux préparés et les mieux disposés à combattre. Et les principes justement qu'il a mis en place, qui lui ont permis de mettre ça, c'est qu'il avait une rigueur incroyable. Il était très rigoureux. Sur ses premiers postes d'officier, il a réparé et fortifié les forts,
ainsi que les flottes qui étaient disponibles. Il a su utiliser l'artillerie, qui était la qualité principale de la Corée, qui devait souvent faire face à des invasions et à des attaques pirates. Donc la Corée était très 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 fort sur ce côté-là. Leurs bateaux avaient déjà des pièces d'artillerie, des canons, alors que leurs infanteries se battaient encore à l'arc et à l'épée, contrairement aux Japonais qui avaient déjà l'arquebuse, mais qui eux n'avaient pas de canon sur leur bateau. Et c'est ça qui a fait toute la différence dans ces batailles navales. Son deuxième principe, c'est sa diligence. Voilà, c'est une personne très diligente. Et ce qui a fait sa réussite, et aussi qui a irrité la plupart de ses supérieurs, et notamment des dirigeants, c'est qu'il était incorruptible. Incorruptible. Il n'a jamais été corrompu, ce qui est assez rare dans ce milieu-là. On va pas se le cacher. Sa réussite aussi, parce qu'il a eu une très grande réussite, parce qu'il était invaincu sur le terrain, il a fini invaincu en bataille en mer, par exemple, c'est que sa réussite a fait peur. Il a d'ailleurs été accusé à tort de désertion, on l'a torturé, mais dans des conditions abominables, et à suite de ça, on l'a renvoyé et on l'a remis en tant que simple soldat. Donc il est reparti au bas de l'échelle alors qu'il était monté tout en haut. Car, comme je l'avais dit, il avait refusé de promouvoir ce qu'il ne méritait pas, et du coup ça avait agacé la famille et les amis de ses supérieurs et des dirigeants coréens. D'ailleurs, en 1597, il a été torturé une deuxième fois, il a même été condamné à mort pour avoir refusé de conduire la flotte coréenne dans un piège, parce que lui il savait qu'il y avait un espion japonais qui leur avait donné des fausses informations aux Coréens, et il a refusé de mener la flotte à sa perte. Du coup, il a été emprisonné, déchu du commandement. À ce moment-là, la flotte coréenne s'est fait littéralement éliminer. Il y avait plus de flotte coréenne, sur les plus de 160 navires, il en restait seulement 12. Mais heureusement, il avait des amis quand même dans les hauts rangs. Il a été sauvé, mais déchu une deuxième fois de son rang. Après, Lee Sun-shin a apporté beaucoup. Il a d'abord apporté on le connaît beaucoup pour sa côté d'amiral, mais avant ça, comme je dis, il avait été capitaine pour fortifier des forts, officier supérieur, pour repousser des invasions qu'il avait réussi avec brio, même si on l'avait accusé, comme je l'ai dit, de désertion, du coup, il était déchu de son commandement. Mais ce qu'il a mis en place principalement, qui a fait la réussite sur le plan naval, c'est du côté des navires. Il y avait deux types de navires. Il y avait les navires de guerre, les navires traditionnels coréens, qu'on appelait les panoxéon, et le navire tortue, qui est sa conception, qu'on appelle le géobuxéon. C'était le premier cuirassé. Il était composé d'un navire qui avait un mât escamotable qu'on pouvait remplacer pendant les phases de combat par des rames, donc qui était très manœuvrable, très rapide, contrairement aux lourds navires de l'époque qui étaient très compliqués, vraiment très compliqués à naviguer. Et il était recouvert sur le dessus et sur les côtés de plaques blindées avec des pics. Donc on aurait pu dire même un navire tortue, même un navire porc-épic. Et à l'avant, il avait une tête de dragon qui pouvait soit contenir un canon, où on pouvait tirer du coup, ou soit diffuser de la fumée, justement pour créer un brouillard de guerre, pour aveugler les ennemis, pour pouvoir les attaquer, parce que ces navires avaient des pièces d'artillerie, donc ils pouvaient attaquer à distance, mais aussi ils étaient très très forts pour attaquer au corps à corps, et du coup pour couler les navires après les avoir éperonnés. Il y a d'autres choses qu'il a mis en place. Il a mis dans sa conception stratégique, il a mis en place la formation du Kranring, une formation assez offensive qui permettait en fait d'encercler les ennemis. Pour la mettre en place, souvent, il envoyait 2, 3, 4, 5 bateaux pour attirer ses ennemis dans un guet-apens. Et à la fin, quand les ennemis étaient proches, il les entourait de ces navires, avec les navires tortues qui étaient les premiers autour, qui étaient très résistants et à la fois très, très robustes et à la fois très puissants. Donc ils permettaient de protéger les autres navires qui eux avaient tout le loisir de tirer et après d'accoster et d'éperonner ces navires. Donc vraiment, c'est deux choses qui ont fait la réussite de Yi Sun-shin, c'est la création de ces navires tortues, qui étaient en petit nombre mais très très tants. Chaque bateau valait facilement 20 à 30 bateaux japonais, qui étaient plutôt des navires de troupes, des navires de transport de troupes, qui étaient équipés d'arquebuses, donc qui faisaient pas lourd face aux plaques blindées, qui étaient vraiment très compliquées à défendre. Et cette formation Kranring, qui était vraiment très adaptée au bateau qui l'avait créé. Donc ce qui a fait sa renommée, c'est bien sûr sa stratégie maritime, et notamment durant la guerre de Imjin,
qui était l'invasion japonaise. Il y a plusieurs événements marquants qui ont fait de Yi Sun-shin sa renommée. Il y a notamment la première bataille de Tangpo, où il s'est retrouvé, où il a gagné contre 26, il a fait 26-0, donc il a coulé 26 navires quand il en a perdu 0. C'est assez incroyable. Et il a même capturé l'amiral japonais, et pour casser le moral des troupes japonaises, ils ont décapité l'amiral japonais. Oui, c'est pas très sympa. Et ils l'ont affiché sur leur drapeau, sur leur voile, justement pour faire peur aux Japonais qui, bien sûr, se sont enfuis à la suite de ça et qui ont eu le moral totalement perdu, qui ont perdu totalement leur moral à ce moment-là. Il a continué d'ailleurs après en dessous dans la bataille de Hansan, où il s'est retrouvé à 56 navires contre 73. Et là, chose encore incroyable, il n'a eu aucune perte. Aucune perte, aucun navire n'a été perdu du côté de Yi Sun-shin, alors que de l'autre côté, la flotte a été quasiment détruite, ou en tout cas, la grande majeure. Cette bataille d'ailleurs de Hansan est très connue, parce qu'on la compare souvent à la bataille de Salamine pour l'Asie, donc la bataille de Salamine qui s'est passée en Grèce antique, qui était justement le regroupement des cités grecques contre l'envahisseur perse, et là c'est un petit peu la même chose, c'est les troupes coréennes qui sont regroupées sous la bannière de Yi Sun-shin, qui se sont battus contre l'envahisseur japonais. C'est une bataille qui a peut-être un peu moins d'ampleur, mais au niveau stratégique, on la considère à égal, et même d'un point de vue tactique, et même primordial, un tournant dans cette guerre Imjin. Il y a aussi la bataille très célèbre dans la passe de Myeongyang, où là il vainc la flotte japonaise avec seulement 12 navires, alors qu'il y avait 333 navires dans la flotte japonaise en face de lui. Et pourquoi il a seulement 12 navires? Comme j'ai dit tout à l'heure, il a été déchu de son rang, justement parce qu'il n'avait pas voulu envoyer ses troupes dans un guet-apens. Du coup, on a mis un autre amiral à sa place qui était bien moins compétent que lui et qui avait perdu quasiment l'intégralité de la flotte, ce qui fait que Yi Sun-shin a été rappelé du coup par les dirigeants coréens, parce qu'ils ont remarqué que malheureusement leur amiral qu'ils aimaient bien n'était pas compétent. Ils avaient besoin de quelqu'un de compétent parce que sinon c'était le trône coréen qui allait vaciller devant l'invasion imminente des Japonais qui était en train de prendre l'ascendant, et qui du coup tout le travail de Yi Sun-shin en amont avait été balayé par cet amiral-là. Donc Yi Sun-shin est appelé en catastrophe, il se retrouve avec seulement 12 navires, et là il joue de la météo, de la marée et du courant pour détruire la flotte japonaise. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il avait 12 navires contre 333. De son côté, il y a eu seulement 2 morts, 3 blessés, contre 31 navires japonais coulés et 92 hors d'usage. Ce qui fait plus de 120 navires sur les 333 qui ont été perdus. Alors avec seulement 12 navires. C'est une folie incroyable. Et c'est ça c'est cette bataille-là qui a érigé en fait Yi Sun-shin sur le panthéon de la stratégie maritime, comme l'un des plus grands stratèges. Il fait partie, comme Alexandre le Grand, de ces stratèges, de ces conquérants. Lui, c'était plutôt un défenseur qu'un conquérant, mais en tout cas de ces militaires qui n'ont pas connu la défaite. Mais lui, chose incroyable, il a toujours été en infériorité numérique dans chacune de ses batailles, et pourtant il n'a pas perdu une seule. Donc vraiment, cette bataille-là était assez incroyable, parce que ces bateaux-là, du coup, comment il a fait pour battre avec seulement 12 navires? Et bien, comme je l'ai dit, il avait une énorme connaissance du terrain, des marées et du courant. Donc il a attiré les Japonais dans un petit peu un guet-apens, dans une passe où il y avait un très fort courant. Donc les navires japonais qui étaient regroupés massivement les uns à côté des autres se sont littéralement rentrés dedans les uns les autres grâce au courant. C'est des navires qui n'étaient pas manœuvrables, contrairement aux navires de Yi Sun-shin qui étaient très manœuvrables. Donc ils ont pu justement manœuvrer dans cette passe, tandis que les Japonais n'ont pas pu manœuvrer. Donc ils sont tous engouffrés à l'intérieur et ils ont été pilonnés par l'artillerie de Yi Sun-shin, et en même temps ils sont entrechoqués les uns les autres. Et la peur aussi les a gagnés, forcément, quand vous voyez les autres, vos copains qui se font couler les uns après les autres. Ça donne pas confiance, et du coup on essaie de faire demi-tour, on essaie de tourner, mais sauf qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a d'autres navires à côté, et là, littéralement, c'est le chaos et c'est le drame. Et ce qui a fait que la population a adulé à ce moment-là Yi Sun-shin. Donc, il y a la dernière bataille importante de Yi Sun-shin, celle justement où il perd la vie, la bataille de Noryang, qui est vraiment une bataille assez incroyable en proportion. Cette fois-ci, Yi Sun-shin qui a réussi à reconstruire sa flotte, parce qu'au maximum de sa flotte, avant qu'il soit déchu de son commandement, il avait réuni 166 navires. Là, il arrive avec 150 navires contre les 500 navires japonais. Parce que les navires japonais, il y en avait beaucoup. 500 navires japonais. Et ben,
cette bataille se conclut par 200 navires coulés japonais, 100 qui sont capturés, et entre 12 000 à 15 000 hommes qui meurent, japonais, 12 000 à 15 000 japonais qui meurent, soit les 20 000 qui étaient engagés. Et là, ça sonne un peu comme le clap de fin, à la fois de l'aventure de Yi Sun-shin en tant que stratège militaire, en tant que héros coréen, et aussi comme les espoirs japonais d'envahir la Corée, parce qu'ils voulaient envahir la Corée à la place pour aller en Chine, parce qu'ils voulaient créer un passage vers la Chine. Ils voulaient juste passer, ils se sont dit, la Corée, ça va être simple, on va passer tranquillement, et on va arriver en Chine. Et moi, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui fait qu'en tout, parce que bien sûr, à 500 navires, il n'y a pas que des navires de guerre, il y avait aussi des navires qui avaient été réquisitionnés. Ce qui fait qu'en tout, sur les 250 navires japonais de guerre, parce qu'il y avait 250 navires, seulement 250 navires de guerre, mais plus d'un millier de navires qui avaient été réquisitionnés en tout, 250 navires de guerre japonais qui ont été envoyés en Corée pour aller en Chine, et bien seulement 7 navires sont retournés au Japon après la bataille de Noryang. C'est assez incroyable que Yi Sun-shin, avec au plus fort 163 navires seulement, et même 12 navires, a réussi à défaire la plus grande puissance maritime en Asie à ce moment-là. Voilà, donc les samouraïs sont rentrés chez eux bredouilles sans avoir pu fouler le territoire chinois. Donc, dans ce bilan de l'aventure de Yi Sun-shin en tant que stratège, c'est 23 batailles navales, 0 défaite, et une flotte qui s'est constituée de seulement 53 à 166 navires. Ce qui est dérisoire quand on sait qu'il y avait au plus fort 250 navires de guerre coréens, vraiment des navires armés pour la guerre. Mais bien sûr, les Coréens étaient très très forts sur le terrain de l'infanterie, avec les samouraïs et leurs arquebuses, contre les arcs et les flèches et les épées des Coréens. Mais les Japonais n'avaient pas de flotte digne de ce nom, ils avaient seulement des transports de troupes et quelques navires de guerre, mais pas de canons, ils n'avaient pas encore incorporé les canons sur leur flotte. Et c'est là qu'a fait toute la différence quand vous voulez envahir un pays, quand vous n'avez pas les armes, vous ne pouvez pas vous battre sur un terrain que vous ne connaissez pas, et vous envoyez des gens qui ne connaissent pas non plus ce terrain, et ben ils se font avoir par ceux qui connaissent mieux le terrain. C'est l'importance de connaître le terrain. Un célèbre penseur Sun Tzu le répétait souvent, que l'importance du terrain fait toute la maîtrise d'un combat. Donc, ce qui est un fait important qu'on peut aussi noter de Yi Sun-shin, c'est qu'il est mort en sauvant une nation qu'il a pourtant trahi. À 2 reprises. Vraiment à 2 reprises. Il est torturé, déchu de son rang à 2 reprises. Et réintégré 2 fois. Et il est mort en combattant pour cette patrie. Ce qui est témoin d'un amour assez incroyable pour son pays, qui est incompréhensible pour certains, mais qui est admirable quand on y pense. Il a été ensuite réhabilité après la bataille de Shinchongryeong, qui est justement la bataille de Shinchongryeong. C'est la bataille où il avait été déchu, et du coup c'est la bataille qui a fait que toute la flotte qu'il avait construite, donc les 170 navires, ont été réduits à 12. Donc après cette bataille-là qui lui a permis de revenir, parce que là du coup peut-être que l'histoire aurait été différente s'il n'y avait pas eu cette défaite de l'autre amiral qui a été mis à sa place. Si cet autre amiral avait gagné, peut-être qu'on n'aurait pas entendu parler de Yi Sun-shin, il ne serait pas venu pour répéter ses exploits, et à cette bataille-là, quand ton destin appelle, généralement, les personnes présentes, quand on est appelé par la destinée, peut-être qu'on pourrait dire que c'est le destin qui l'a appelé. Et ce qui est chose assez anecdotique, mais assez marrante à comprendre, c'est jusqu'au 19e siècle, Yi Sun-shin est devenu une divinité maritime au Japon. Voilà. Les Japonais ont été tellement impressionnés par ses compétences. En même temps, quand vous envoyez une flotte de guerre, la plus grosse flotte de guerre qu'on a jamais constituée, et que quelqu'un arrive avec seulement une poignée de vaisseaux à la défaire et à contrecarrer vos plans d'invasion, ça peut se comprendre. Mais ce qui est assez important, c'est comment on sait tout ça, comment on connaît l'ensemble des batailles du Sun-shin, de la vie du Sun-shin, tout ce qui s'est passé autour de Yi Sun-shin, c'est qu'il a tenu un journal intime de guerre, le Nanjung Ilgi, où il a décrit chaque moment, chaque minute de chaque bataille. Il a fait un récapitulatif de tout. C'est vraiment un journal intime hyper précis et très très intéressant à lire, justement pour comprendre un petit peu la philosophie, comment il a réussi, comment il prend ses décisions, comment il en est arrivé à maîtriser le milieu de la mer. Comme je le rappelle, il ne connaissait pas, il n'a fait aucune étude navale à la base avant d'être parachuté amiral de la flotte coréenne. Et à ce moment-là, la Corée était aux abois complets parce que les Japonais avaient déjà commencé à envahir le territoire coréen.
Petit point assez amusant à remarquer, un film a été fait qui s'appelle Amiral, qui a été fait sur lui, qui retrace notamment la bataille de la passe de Myongnyang, où il se bat seul avec seulement 12 navires. Il y a aussi une campagne dans le Age of Empire 2 où on voit les navires tortues, où on fait une campagne justement où on suit l'amiral Yi Sun-shin, où on fait sa campagne de défense contre l'envahisseur coréen. Donc le navire tortue de ce jeu est inspiré des navires tortues, et il faut savoir qu'on a perdu les plans de ce navire, même si quelques reconstitutions ont été faites qui sont exposées en Corée. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur la stratégie t'a fait plaisir. Eh bien, je t'invite la semaine prochaine à m'écouter parce que je viens avoir mon invité Arthur Boidron où on va parler de stratégie, comment être un stratège aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Et si toi aussi tu veux maîtriser la stratégie, tu veux naviguer avec vigueur, conviction, patriotisme et tout simplement prendre la mer, eh bien, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques sur www.romainrivière.net et je te dis à très vite. Ciao ciao.